Élections départementales 2015, toutes les infos pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Tout de suite, le sommaire. L'endettement des départements, certaines collectivités sont dans le rouge, ont-elles dépensé sans compter? Reportage en Corrèze, un département présidentiel qui croule sous le poids de la dette. Le piège du redécoupage, les nouvelles règles électorales sont-elles en train de se retourner contre le Parti socialiste? Les explications dans ce journal. Aux urnes, citoyens, à 5 jours du scrutin, il est encore temps de faire une procuration pour aller voter dimanche. Saveria Rojek nous expliquera la marche à suivre dans un instant. De Jacques Chirac à François Hollande, la Corrèze a porté au pouvoir 2 présidents et pourtant ce département est loin de faire figure d'exemple en matière de gestion des finances publiques. C'est même le plus endetté de France. Reportage de Jérôme Rabier et Paul Bouffard. Donc vous sortez vos iPads et vous lancez l'application iTunes U. Partie 2, chapitre 2. Nous sommes donc dans le grand 2. Comment les hommes produisent-ils les spermatozoïdes? À côté de sa trousse, en cours de biologie, Louane a toujours sa tablette numérique. À l'aide de l'échelle sur la photo ci-dessus, calculer la taille réelle d'un spermatozoïde en micromètres. Objectif, intégrer cet outil dans la pédagogie, sans toutefois oublier le livre et le papier. Depuis 2008, chaque année, ça coûte au département 1,3 million d'euros en moyenne. Un coût qui fait polémique, la dette plane sur la Corrèze. Investir dans des tablettes, est-ce bien nécessaire pour le département? C'est un investissement sur l'avenir, c'est un investissement sur le souhait des élus et d'être certainement en avance, mais ça préfigure simplement ce que sera l'éducation demain. C'est pas après-demain, c'est tout simplement demain. La Corrèze, un département dans le rouge, le plus endetté de France en 2014. Aujourd'hui, 363 millions d'euros d'arriérés. Un département présidentiel aussi. Jacques Chirac, François Hollande, ils ont tous les deux présidé la Corrèze avant de s'occuper de la France. À Tulle, de mémoire de journaliste, la dette a déjà quelques années. C'était un département qui avait besoin d'un grand développement dans les années 2000. Donc la droite qui était au pouvoir jusqu'en 2008 a fortement investi, notamment entre 2004 et 2007, pour beaucoup de raisons, notamment parce que Jacques Chirac était au pouvoir à l'époque et il fallait que le département... Enfin, c'était sa vitrine. Donc la gauche qui gère le département aujourd'hui dit que l'investissement de l'époque pouvait paraître nécessaire. C'est son rythme qui peut être contesté et du coup le rythme de l'endettement qui a suivi qui peut être contesté. Sur les hauteurs de Tulle, le Conseil général tente d'éponger cette dette. On la chiffre à 1 500 € par habitant. Dominique Sceau est en première ligne. Directeur des services du département, il était déjà là à l'époque de François Hollande. Aujourd'hui, pas question d'arrêter d'investir malgré une annuité qui pèse. 40 millions d'euros sur un budget total de 333 millions d'euros. Vous voyez, donc c'est en fait un peu plus de 10% du budget total. Mais c'est néanmoins un chiffre considérable. Nous ne sommes plus dans l'inflation. Nous sommes dans le, si possible, maintien, voire même, il peut nous arriver de faire des choix qui tendent à faire baisser ces dépenses, parce qu'il n'y a pas de secret. La palme de la dette, nous l'avons encore pendant 5-10 ans, parce qu'une dette, ça dure 15 ans. Coup de rabot au CG. Quand la droite investissait 100 millions avant 2008, la gauche investit seulement 40 millions depuis 2008. Et pourtant, on tente de s'inscrire dans les grandes politiques nationales, surtout en matière d'environnement. À quelques kilomètres de Tulle, une maison corrézienne avec des fenêtres flambant neuves. Damien a pu refaire l'isolation thermique de son domicile grâce aux subventions du département. Je vois les chiffres, donc nous avons obtenu 4 678 €, ce qui est à peu près un tiers du budget total et ce qui est colossal. Sans ça, nous n'aurions pas pu faire ces travaux. Derrière le sourire de Damien, la réalité corrézienne est de moins en moins rose. Le département vit avec la baisse des dotations de l'État, réduite de 4,5 millions d'euros cette année. Paul nous a rejoint sur ce plateau. Alors, avec Jérôme Rabier, vous revenez de Corrèze. Est-ce que François Hollande est le seul fautif dans l'endettement du département? C'est vrai, on parle souvent de l'endettement de la Corrèze et souvent de François Hollande. Mais en réalité, le plus gros de la dette remonte au temps où la droite dirigeait le département, entre 1992 et 2008. Un trou de 300 millions d'euros s'est creusé à ce moment. Sous la gauche, de 2008 à aujourd'hui, donc pendant la présidence de François Hollande, elle ne s'est aggravée que de 60 millions d'euros. On le voit dans le reportage avec Dominique Sceau, c'est lui qui gère les finances de la Corrèze et il est face à une équation budgétaire à plusieurs inconnus. Rembourser la dette sans augmenter les impôts,
tout en maintenant l'investissement avec la baisse des dotations de l'État. La dette de la Corrèze baissera en 2015 de 6 millions d'euros et le chiffre total de l'endettement des départements de France est impressionnant. En 2013, selon la Cour des comptes, il atteint 32 milliards d'euros. Alors en France, certains départements, Paul, sont mieux gérés que d'autres et ça ne dépend pas forcément de la couleur politique. C'est vrai, c'est vrai. La palme du département le mieux géré revient à l'Indre. C'est un département avec un président UMP. La dette est tout simplement de 0 € par habitant. Il y a aussi l'Isère sur le podium, un département dirigé cette fois par un socialiste, 90 € de dette par habitant. Et à titre indicatif, je vous le rappelle, la Corrèze, c'est 1 500 € d'endettement par habitant. Merci beaucoup, Paul. Redécoupage des cantons, parité, relèvement du seuil pour accéder au second tour. La réforme électorale voulue par le Parti socialiste en 2013 pourrait avoir des effets dévastateurs sur le scrutin des départementales. Quentin Kelmé et Paul Bouffard. Une carte des cantons divisée par deux, un seuil d'électeurs relevé pour se maintenir au second tour. La réforme électorale pourrait coûter cher aux socialistes, une épine dans la botte du parti à 4 jours du vote. Au Sénat, on ne s'alarme pas pour autant. Et si on parlait aussi de la parité, où pour la première fois dans l'histoire de ce pays, vous allez avoir autant de femmes conseillères départementales que d'hommes. Moi je connais des départements où vous avez 2-3 femmes seulement présentes dans les assemblées. Et là, grâce à cette loi, qui est une révolution dans les esprits, dans les pratiques, vous allez avoir cette parité obligatoire. Ben, écoutez, moi j'ai plutôt envie de retenir cela. Après, ceux qui ont envie de s'amuser sur la question des seuils, cette question ne se posera pas s'il y a de la participation. Dimanche, le seuil pour se maintenir au second tour passera de 10 à 12,5% des inscrits. Un proche de Manuel Valls avait pensé cette nouveauté pour favoriser les grands partis sans prédire la montée du Front National. Cette réforme pourrait éliminer de nombreux candidats socialistes dès le premier tour. Si le Parti socialiste n'est pas en mesure d'atteindre un tel objectif, il doit se poser de vraies questions. Donc non, je ne le prendrai pas comme ça. Je pense que la réforme, comme toute réforme, est délicate. Elle n'est pas toujours bien comprise, que ça change les habitudes. D'un autre côté, elle était probablement inévitable. Réforme territoriale, redécoupage des cantons, mise en place des binômes, changement des compétences des uns et des autres. Bon, tout ça est arrivé, réduction des dotations. Tout ça arrive peut-être pas forcément au bon moment. Monsieur Sarkozy avait fait le même exercice il y a quelques années qui lui avait coûté cher. J'espère que ce ne sera pas la même chose pour les socialistes. En mars 2014, les municipales étaient un échec pour le Parti socialiste, une perte d'ancrage local. Dimanche, le parti de la majorité présidentielle risque de perdre une vingtaine de départements. Et j'accueille les chroniqueurs de ce journal des départementales. Saveria Rojek, avec vous, on va parler dans un instant des procurations, et Mickaël Zamès pour tous les échos de la campagne. Alors Mickaël, on a beaucoup parlé du Front National, mais c'est vrai qu'au soir du premier tour, le parti de Marine Le Pen devrait être l'un des grands gagnants de ce scrutin. Mais en tout cas, ils auront des conseillers partout en France. Et c'est ça le but du Front National aujourd'hui, c'est de émailler tout le territoire national, devenir un parti national, des conseillers, oui, un conseil départemental, peut-être un petit peu trop tôt pour le dire. Écoutez, Florian Philippot, c'est le vice-président du Front National, il était l'invité de Preuve par 3. L'ambiance est à l'optimisme, c'est vrai. On est en tout cas sur le terrain, on se bat, on fait campagne, on bat campagne et on espère avoir un maximum d'élus départementaux. D'ailleurs, on en appelle à la participation la plus large possible parce qu'on nous vend depuis des jours et des jours une forte abstention, comme si on l'a souhaité. À partir de la barre de 20% au niveau national, on sait qu'on provoque un maximum de second tour. Voilà, souvent en duel, parce qu'il y aura peut-être pas beaucoup de triangulaires, souvent en duel, mais en tout cas beaucoup de second tour. Et c'est important, bien sûr, pour, déjà, peut-être que ça éliminera notamment le Parti socialiste de beaucoup de second tour, et puis ça nous permettra d'avoir des victoires ensuite au second. Je reviens juste aussi sur un point, l'histoire de premier parti de France, etc. De toute façon, nous serons le premier parti de France. Voilà, la preuve par l'action en tout cas de Florian Philippot. Marine Le Pen, elle met le paquet actuellement à travers tous les départements de France et particulièrement sur 3 départements. Regardez la carte, 3 départements que le Front National vise pour une victoire. Le Vaucluse, ce n'est pas pour rien que la présidente du Front National est allée aux côtés de Marion Maréchal Le Pen, c'est son département. La gauche tient les rênes de ce département, mais elle part unie mais divisée un petit peu avec l'extrême gauche notamment. Elle perd du terrain. La droite, elle a 2 candidats, donc elle part
complètement divisé. Donc il y a une vraie chance pour le Front National dans le Vaucluse qui avait voté à 36% lors des dernières municipales. Est-ce que c'est le seul département, Mickaël, qui pourrait basculer? Eh bien, je vous propose de regarder la carte. À nouveau, le Var, c'est la plus grosse fédération. Le Pénis, le parti, a son seul conseiller général dans ce département. Il a gagné des mairies, un siège de sénateur. Bref, là aussi, le jeu est très, très ouvert. Et l'autre prise possible pour le Front National, c'est plus au nord, dans l'Aisne. Oui, dans l'Aisne, si on regarde le sondage qui a été fait par l'Institut Odoxa, le FN serait en passe de l'emporter. Il se prête 41% des voix au premier tour. Ces candidats sont quasiment sûrs et certains d'être au deuxième tour dans 21 cantons que contient ce département. Autre indication, et pas des moindres, qui va vous donner un petit peu l'humeur des électeurs, c'est que 28% de ceux qui ont voté pour François Hollande en 2012 veulent voter aujourd'hui Front National au premier tour. Merci Mickaël, et d'ailleurs je vous incite à lire sur ce sujet, sur ce département de l'Aisne, le reportage photo de notre journaliste web François Vignal sur publicsénat.fr. Que vous soyez en vacances, au travail ou tout simplement malade, vous ne pouvez pas vous déplacer dimanche et vous voulez faire une procuration, il est encore temps, Saveria, n'est-ce pas? Oui. Alors d'abord, une information, la plus importante, c'est que vous avez jusqu'au samedi 21 mars, jusqu'à ce samedi, pour faire cette procuration. Ensuite, la première étape est de choisir votre mandataire. C'est la personne qui va voter en votre nom. Une obligation, il doit être inscrit sur les mêmes listes électorales, les listes électorales de la même commune que vous, mais pas forcément dans le même bureau de vote. Attention, votre mandataire ne peut pas avoir reçu d'autres procurations en France. La procuration, elle peut concerner le premier tour, le second tour ou même les deux tours. Elle peut aussi, et c'est bon à savoir, concerner toutes les élections dans un délai d'1 an, y compris donc les prochaines élections régionales. Alors une fois que vous avez choisi votre mandataire, vous devez remplir le formulaire en ligne ou bien le faire directement dans les tribunaux, les commissariats, les gendarmeries ou les consulats. Attention, si vous le remplissez en ligne, ne le faites pas à la main, mais de votre ordinateur directement avant de l'imprimer. Votre procuration pourrait être refusée si elle est écrite à la main. Alors j'ai choisi mon mandataire, j'ai complété le formulaire, qu'est-ce qu'il me reste à faire, Saveria? Alors là, effectivement, il faut se rendre physiquement à la gendarmerie, au tribunal d'instance, au consulat, au commissariat de la commune où vous résidez. Attention de bien penser à prendre avec vous vos papiers d'identité. Pourquoi d'ailleurs faut-il se déplacer? Eh bien justement pour prouver la réalité de votre consentement. Vous avez donc, on l'a dit, jusqu'à samedi pour le faire. Le plus tôt est le mieux évidemment, car il faut le temps pour que votre procuration arrive dans votre commune. Le jour du vote, votre mandataire n'a plus qu'à se présenter dans votre bureau de vote muni de sa pièce d'identité. Enfin, dernière information, sachez que cette procuration peut être résiliée à tout moment. Sachez aussi que si vous ne trouvez personne à qui donner votre procuration, vous pouvez demander au parti pour lequel vous voulez voter. Merci beaucoup, Saveria. À suivre la revue de presse quotidienne régionale préparée par Pierre-Henri Gergonne. Bonjour à tous, la démocratie a un prix et vous allez le voir, les élections départementales en sont un nouvel exemple. C'est le journal Capital qui a dressé la note et qui a fait la facture pour les Français. Un petit rappel d'abord, le gouvernement avait prévu de dématérialiser la propagande électorale via Internet bien sûr, mais badaboum, le Parlement avait retoqué le projet. Du coup, la facture prévue à 85 millions d'euros devrait atteindre 156 millions. Les coûts de l'élection cantonale n'ont cessé d'enfler, 114 millions au début des années 2000, 156 millions aujourd'hui, une situation qui peut sembler paradoxale si l'on considère que le nombre de cantons a été divisé par 2, mais qui s'explique par un nombre équivalent, sinon supérieur, d'élus départementaux qui dépassent aujourd'hui les 4100. Capital qui va même chercher la petite bête pour nous apprendre que pour une commune, par exemple, un panneau électoral coûte 150 €, un isoloir 110 € et une urne 140 €. Le défenseur des droits, lui aussi, se lance dans ces élections, pas comme candidat bien sûr, mais comme donneur de bons conseils. Jacques Toubon nous apprend var matin, rappelle aux maires les mesures à prendre pour garantir et pour faciliter l'accès au vote des personnes handicapées. Le défenseur des droits leur a transmis des recommandations. Il porte notamment sur l'accès bien sûr au bureau de vote, sur l'utilisation du matériel électoral et sur la désignation éventuelle d'un assesseur spécialement attitré aux personnes handicapées. Un rappel utile, lors des dernières élections
municipales cette fois, eh bien, les services du Défenseur des droits avaient enregistré 65 réclamations, parmi elles celle d'une seule personne qui, elle, n'avait pu aller voter. Mais pourquoi diable la Martinique et la Guyane ne sont pas concernés par les élections de dimanche? C'est France Outre-mer Première qui, sans embâge, pose cette question. Une question légitime. Guyane comme Martinique sont en effet des départements français. Alors, que comprendre simplement que ces deux départements d'outre-mer sont voués à disparaître, fusionnés bientôt avec le Conseil régional. Les Martiniquais comme les Guyanais voteront donc en décembre 2015 pour élire leurs nouveaux conseillers qui prendront le nom de conseillers à l'Assemblée de Martinique et de Guyane. Le tout avec un scrutin qui reste très classique, pas de binôme homme-femme, mais un scrutin de liste traditionnel. C'est la fin de ce journal des départementales. Pour le revoir, notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.